Bonjour, je suis Stéphane Burn et bienvenue dans ce chapitre 11 de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Avant de commencer, je tiens à présenter mes plus plates excuses, car durant cette session, nous ne pourrons pas passer d'enregistrement de notre bien-aimé empereur Dieu pour l'éternité. Bleh, tout ça parce que petit enculé de fanboy de Nina Caleb a cru trouver marrant d'effacer les archives audio d'Archibald. Je te jure, si je lui mets la main dessus, il va passer un sale quart d'heure. Bleh. Tout à fait, Sylvestre. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, alors reprenons donc. Archibald Lucius, face à Lucretia ligotée et bâillonnée dans la boîte, avait laissé éclater un rire maléfique. Mais s'avisant de Saroulmal qui lui indiquait l'identité de la petite fille, ainsi que de Julie, visiblement excédée par la posture du raton laveur, ce dernier avait ordonné que l'on détache Lucretia et que l'on prenne soin d'elle avec la plus grande attention. À la suite de cela, Archibald avait assisté au conseil de guerre de ses généraux qui avait exposé la situation géopolitique du continent, les forces militaires en présence ainsi que les différentes stratégies pouvant être mises en place. Mais l'empereur les avait enjoints de passer les quelques jours à venir pour se reposer. Pour conclure la matinée, le raton laveur s'était rendu au temple de Brave où il avait retrouvé Théa et Yuka en train de discuter des événements à venir et affirmant leur volonté de s'occuper des futurs blessés de guerre. Archibald s'était agenouillé devant la paladine en chef et avait fait vœu de repentance sous le regard de Brave, afin de pouvoir poursuivre son entreprise avec la conscience tranquille, tout en se mettant Théa dans la poche au passage. Poursuivant la journée tranquillement, l'après-midi avait tourné au cauchemar lorsque Cassim était arrivé au palais aux portes de la mort, couvert de plaies et un bras arraché. Parvenant à stabiliser son allié à l'aide de ses quelques connaissances en premier secours, Archibald avait ordonné que Yuka lui soit amenée sur le champ, cette dernière arrivant à temps pour sauver la vie du mercenaire. L'homme revenant à lui dans les appartements de l'empereur, il avait raconté au raton laveur ce qui s'était passé. Rudy Altman avait été assassiné par des ninjas à la solde de Don Tony. Cela ayant eu pour conséquence de déclenchement de la fureur de Nifty, qui avait massacré les assaillants et avait blessé gravement Cassim lorsqu'il avait tenté de s'approcher du corps du jeune garçon. Ordonnant à la nuit tombée le rassemblement d'une importante troupe, il avait été également rejoint par Jean-Kévin Factoyour. Oh là là. Un mage invocateur discret mais expert dans son art. Descendant dans les sous-sols de Glarg à la tête d'une formation bien coordonnée, Archibald avait retrouvé la créature ésotérique dans le grand vestibule où il l'avait rencontrée la première fois. Cette dernière était agenouillée auprès de la dépouille de feu son maître, émettant des stridulations tristes et des larmes s'écoulant de ses yeux. Tandis que Jean-Kévin avait immobilisé Nifty au moyen d'une incantation incapacitante, le raton laveur s'était dépêché de récupérer le médaillon de contrôle que Rudy portait sur lui, afin de le rapporter promptement à l'invocateur.
Ce dernier avait tenté de conjurer la gemme magique, mais avait été arrêté dans son action par Nifty, qui, libéré de sa paralysie, lui avait foncé dessus pour l'envoyer bouler et récupérer le médaillon. Elle s'était tournée ensuite vers Archibald en lui tendant le bijou du bout d'une de ses griffes. Ce dernier avait pris l'objet, si bien que Nifty s'était jeté sur lui pour le câliner et lui faire des papouilles d'un peu trop près. Ouais, j'étais là pour y assister, putain. Un peu plus et ça partait en hentai. Certes, et c'est bien dommage que nous ayons perdu les enregistrements d'Archibald. Quelle tragédie! Attends un peu que je lui mette la main dessus à ce sac à merde. Mais bref, reprenons. Retournant sereinement au palais, l'empereur avait dû attendre 2 jours le temps que Jean-Kévin se soit remis de ses blessures. Ce dernier, à la demande du raton laveur, avait effectué un rituel permettant un contrôle complet sur l'agressivité de Nifty, ainsi que la possibilité à cette dernière de fusionner avec l'ombre de son nouveau maître. Et cela tombait bien, car était arrivé à Glark le général en chef Brocarosted de l'armée de Caladie, qui avait exigé que lui soit rendue Lucretia sous peine de guerre totale, le tout en gueulant comme un putois. Rendez-nous la princesse Lucretia tout de suite, sinon vous allez devoir subir la toute-puissance de notre armée. Oh putain, c'est vrai, je l'avais oublié ce con. Archibald l'avait intimidé en prétextant que la princesse était dans un autre château, le général s'enfuyant sans demander son reste. La véritable raison de sa fuite avait été une illusion déployée par Nifty dans le dos d'Archibald, une manipulation de son ombre pour la rendre plus impressionnante et démoniaque. Après cela, dans la matinée, l'empereur était parvenu tant bien que mal à se lier d'amitié avec Lucretia, l'amenant hors des murs de la ville pour lui montrer Mouchou et Aïssi. Mais dans ce moment de tendresse était arrivé, tel un cheveu sur la soupe, un autre Terminator qui était venu remettre à Archibald un ticket d'entrée pour le grand parc d'attractions du donjon de Nalbuck. Mais lorsque le golem avait précisé la présence de Julie sur place, qui avait quitté le palais 2 jours plus tôt afin de prendre une semaine de congé, l'empereur était sorti de ses gonds et avait ordonné l'élimination du messager. Sur l'heure, le raton laveur s'en était allé en guerre pour une attaque préventive contre les troupes caladiennes basées à Waldorg, à dos de l'imposant Pirigazax, promettant flamme et mort à tous les ennemis de l'Empire. Ainsi se conclut ce 11e chapitre de Pas si vite, Stephen Burn. Oh, Président Caïd, mais que nous vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, c'est très simple, mon cher Stephen Burn. En un mot commençant, la semaine prochaine aura lieu l'organisation du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Castellac. Donc, par conséquent, vous allez devoir faire du rap et enregistrer la session suivante aujourd'hui même pour pas avoir de retard sur le planning. Voilà, démerdez-vous avec ça, je veux pas savoir. Très bien, Président Caïd, il sera fait selon votre bon vouloir. Ce que je déteste mon job. Allez, courage Stéphane, on va y arriver. Merci Sylvestre. Bon, où en étions-nous? Ah oui,
Donc enchaînons de suite sur le chapitre 12 de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Archibald Lucius, tenant les rênes de Pirigazax, avait pulvérisé la moitié de la flotte caladienne en 2 passages, pendant que l'armée terrestre anéantissait l'ennemi en faction à Waldorg sans trop de difficultés. À l'issue de la bataille, le général en chef Brocarosted s'était défendu du mieux qu'il put face à un raton laveur en armure assistée. Mais l'humain s'était fait rétamer et capturer vivant, l'empereur souhaitant l'obliger à voir la Caladie tomber. Laissant à son armée la journée pour se reposer, Archibald avait reçu un message émanant de Daffy von Duck, qui l'attendait au manoir de la famille von Duck à Fkiepou. Retrouvant le mage là-bas, le raton laveur avait découvert un domaine où tous les habitants venaient d'être transformés en canards par Daffy, lui-même s'étant métamorphosé en anatidé humanoïde. Sa quête accomplie, son allégeance envers l'empereur était à jamais gravée dans le marbre. Et tout de suite, non content d'avoir des enregistrements audio d'Archibald, je vous propose cet enregistrement audio de la victoire de Daffy von Duck. Oui, enfin, après tant d'efforts et de plans foireux complètement foirés, ma propre famille von Duck que j'exècre autant est vaincue, Lulu. Un élevage clôturé, le commerce liquidé, les ouvriers métamorphosés, le vieux Bill libre enfin de pouvoir cuisiner de la chair humaine. C'est bizarre. Et enfin, la famille, cette maudite famille, condamnée à vivre sous la forme de canard pour l'éternité. C'est fini, ouvert, capoute, coupé, on la garde. Je suis le seigneur des canards, j'ai gagné. Le lendemain, de nuit, était advenu l'assaut final sur Caladorg. Comme la veille, Pirigazax avait détruit la flotte ennemie à lui tout seul, là où l'armée terrestre avait assiégé la ville, appuyée par la troupe d'infiltration chargée de semer le chaos dans la cité. La bataille ayant tourné court pour les Caladiens, Archibald était arrivé devant le palais face à un Francesco défait, préférant mettre fin à ses jours plutôt que de subir l'humiliation de la défaite. Dans la foulée, Nina Caleb avait débarqué en apportant Don Tony ligoté aux pieds d'Archibald, tel un cadeau de réconciliation. Mais l'empereur, se montrant impitoyable, la shinobi avait été gravement blessée et mise en cellule pour finalement subir sa mise à mort par les griffes de Nifty. Mon cher Sylvestre, quel est donc ce boucan que j'entends là? Ça fait peur! Alerte générale, c'est ces connards de fanboys de Nina Caleb qui cherchent à rentrer dans le studio pour nous la mettre à l'envers. C'est l'heure de la purge. Non, cessez cette folie. Mes yeux, qu'est-ce que c'est que cette merde? Je suis Bobby, le premier stagiaire, revenu parmi les vivants par la grâce divine. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut? Cessez toute violence, mes chers frères. Je ne peux
Nina Caleb finira par revenir tôt ou tard. Ne soyez pas déçus. Rentrez chez vous et ne faites pas l'histoire. Bordel de merde, qu'est-ce qui vient de se passer? Mon cher Sylvestre, je crois que nous avons notre nouveau stagiaire. Oh non, pas lui, hein. Oh merde, fait chier. Ne vous inquiétez pas, monsieur Standalone. Par la mort, j'ai appris de mes erreurs. Je ne vous importunerai plus avec toutes mes rêves. Ouais, d'accord. Mais par contre, tu vas arrêter de parler avec cet écho à la con, hein. Retrouve une voix normale, bordel. Oui, tout de suite. Pardon. Ok, très bien, pardon. Bon, ok, je l'avoue, ça m'avait manqué. Putain de stagiaire. Très bien, reprenons donc, je vous prie. Mais la créature commettant l'erreur de ne pas viser la tête, Nina avait eu un ultime soupir chargé d'un nuage empoisonné et soporifique qui avait affecté Archibald, ce dernier plongeant dans un profond coma. Il s'était réveillé un mois plus tard, se retrouvant face à une situation géopolitique mondiale totalement changée. Il s'était avisé aussi du retour de Julie, qui lui avait raconté toute l'histoire. Au donjon de Naheulbeuk, elle avait fait la connaissance de l'archinécromancien Waltre Guerman. Enchanté, moi c'est le crâne. Étant donné que ce grand couillon n'est plus capable de parler par lui-même, c'est moi qui parle en son nom. Qui avait assuré vouloir employer ses pouvoirs au bien commun, chose inattendue de la part d'un mage de son acabit. Monsieur Standalone, pourquoi vous me regardez avec insistance comme ça? Oh non, pour rien. J'ai cru que t'allais faire une nouvelle référence, mais en fin de compte, on dirait que tu t'y tiens en fait. Continue comme ça, gamin. Bien compris, monsieur Standalone. Je vais continuer comme ça, en effet. Et merci. Mais en prime, Julie avait ramené avec elle un lézard de cristal humanoïde qu'elle avait baptisé Gajiro, dont la présence avait suscité la crainte du raton laveur. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'était qu'après avoir fait le deuil de son père biologique, Lucretia s'était attachée à Julie et à Archibald, acceptant de se faire adopter. Notez le changement de couleur de ses cheveux et de ses yeux qui attestent que Daffy Von Duck avait opéré une métamorphose sur elle afin qu'elle ressemble davantage à Julie Bright, sa nouvelle maman adoptive. Bien, très bien, Bobby. Remarque pertinente. Tout à fait. Julie, enjoignant l'empereur à se rendre dans le grand hall d'entrée du palais, ce dernier s'était retrouvé face à une magnifique mise en scène. Des rideaux rouges décoraient la salle sur toute sa longueur et un pupitre derrière lequel se tenaient Théa et Yuka trônés au centre. Après l'arrivée de Julie, habillée d'une magnifique robe blanche, les rideaux avaient été tirés, révélant une chorale de robots créée par Xor. Ainsi avait été célébré le mariage officiel entre Archibald et la jeune femme. Ouais, c'était tellement beau, le meilleur jour de ma vie. Tenez, monsieur Standalone, voici un mouchoir. Merci, Bobby. T'es un brave petit, en fait. Excuse-moi pour ce que j'ai fait la dernière fois. Ne vous inquiétez pas, monsieur Standalone. Tout est pardonné. Tout est pardonné.
Bien plus tard, Archibald avait amené Sylvestre Standalone à dos de Pirigazax pour se rendre à Grand Gognard, le fief d'Ernest Lucius et capitale du nouvel empire élygiaque. Sur place, les deux empereurs avaient de nouveau scellé leur amitié, se préparant à partir à la conquête de l'Est du continent. Mais sur le chemin du retour, le dragon noir avait révélé son inquiétude auprès du raton laveur concernant la nature de Gajiro. Car il y a 3000 ans de cela, des mages de pacotille avaient testé une magie démesurément surpuissante, faisant apparaître en ce monde une abomination qui avait menacé de tout détruire sur son passage. S'avisant de cet avertissement, mais aussi de l'attachement que Julie vouait à la créature, Archibald avait accepté la proposition de Pirigazax, impliquant que ce dernier parte loin à l'ouest, par-delà l'océan, afin de ramener un puissant archimage thermodynamique nommé Jean-Jean Dotmahad, qui pourrait régler le problème sans causer de tort à qui que ce soit. Ainsi se conclut ce 12e chapitre de l'acte 1 des archives de l'Imperium Universalis. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Stéphane Burn. À vous les studios.